Elle a appelé, c'est juste un voyage avec un ami. Alors, j'ai simplement activé l'appel vidéo au moment où sa meilleure amie m'embrassait. Ma femme a hurlé, tu te moques de moi. Je me souviens encore de la façon dont la serrure a cliqué. Doucement, presque en s'excusant, comme si même la porte savait ce qui allait se passer. Mélissa est entrée dans la cuisine juste après minuit, le mascara coulé, les cheveux humides comme si elle était passée en vitesse sous la douche, et son sac de sport pendant bas sur une épaule. Elle a sursauté quand elle m'a vu assis à la table, la seule lumière provenant de la lampe suspendue jetant une faible lueur jaune à travers la pièce. Tu es debout, dit-elle, la voix trop aiguë. Trop légère. Trop tard. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste tapoté la table une fois avec mon doigt. Elle s'est figée au milieu de son pas. Où est ta bague? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé son doigt nu comme si elle venait seulement de s'en rendre compte. Oh, Je l'ai laissé dans la salle de bain, je l'ai enlevé pour me laver les mains. J'ai dû. Non, les jeux interrompus, d'une voix lente et égale. Tu ne l'as pas fait. Elle était dans ton sac de sport, enfouie sous tes chaussures de course, à côté de ta petite bouteille de shampoing sec format hôtel. Son visage est devenu blême. Cet air faussement décontracté s'est effondré instantanément. Daniel, a-t-elle soufflé, s'avançant comme si ce seul mot pouvait tout annuler. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu ne l'as pas oublié, Mélissa. Tu l'as caché. Je ne l'ai pas fait. Je le jure. Je ne réfléchissais pas. C'est juste que... Je ne voulais pas la perdre à la salle de sport. J'ai levé la main, et quelque chose d'argenté a capté la lumière. Son alliance se balançait entre mes doigts. Je l'avais tenue pendant la dernière heure, la tournant et la retournant dans ma paume comme si j'en pesais la signification. Maintenant, je la regardais et posais la question qui me rongeait les entrailles depuis toute la semaine. Qui est-il? Elle a eu un hoquet comme si je l'avais frappé. Il n'y a personne d'autre, a-t-elle murmuré. Tu es mon mari, Daniel. Comment peux-tu même demander ça? Je ne demande pas. Je te regarde me mentir en face. C'est différent. Sa main s'est envolée vers sa bouche, les yeux s'emplissant de larmes. Ce n'est pas ce que tu penses. Je me suis levé, ma chaise a gratté lentement le sol, les pieds traînant sur le carrelage. Mélissa a fait un autre pas en avant, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait tomber à genoux juste là. Rends-la-moi, dit-elle doucement, tendant la main vers moi. J'ai regardé la bague, puis elle. Je n'ai rien dit, je l'ai juste mise dans ma poche. Tout son corps s'est affaissé. Daniel, s'est-elle étranglée. S'il te plaît, J'ai juste paniqué. Tu vois tout ça de travers. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Non, ai-je dit, la coupant. C'est ça le problème. Tu savais exactement pourquoi. Les larmes coulaient librement maintenant, et elle secouait la tête, cherchant toujours quelque chose. N'importe quoi à quoi s'accrocher. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Mais ce mot avait commencé à sonner comme une menace. Ou un mensonge qui avait autrefois du poids et qui maintenant flottait simplement dans l'air entre nous comme de la poussière. Tu n'es pas très douée pour cacher les choses, Mélissa, ai-je dit calmement. Tu as juste supposé que je ne regarderais pas. Elle s'est effondrée sur la chaise la plus proche, les épaules secouées, le mascara coulant jusqu'à sa clavicule. Je me suis détourné, j'ai marché vers l'évier et j'ai versé le reste du café que j'avais fait des heures auparavant, mais que je n'avais jamais touché. La cuisine sentait le nettoyant au citron et une légère trahison. Je n'étais pas en colère, plus maintenant. La colère était passée il y a des heures, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus silencieux, une clarté qui brûlait lentement. Pendant 13 ans, j'ai vécu comme la plupart des gars que je connais. Café à 6 heures, sortie à 7 heures, de retour à la maison vers 6h30 si la circulation le permettait. Mélissa et moi avions construit une routine, une maison modeste, une vie tranquille dans un endroit où les tondeuses à gazon servaient de réveil le samedi matin. Sûr, prévisible. Je suppose que c'est ce qui a rendu le changement si discordant. Le moment où vous réalisez que vous vivez à côté d'une étrangère, mais que le courrier arrive toujours à vos deux noms. Le silence s'est étiré, long comme une vie, et je savais que ce n'était que le début. L'odeur des œufs brouillés m'a frappé avant même que je tourne le coin. Il y avait du beurre dans l'air, du pain dans le grille-pain,
et un doux jazz fredonnant depuis le haut-parleur du téléphone de Mélissa sur le rebord de la fenêtre. Elle se tenait devant la cuisinière dans une robe de chambre rose, fredonnant en rythme, pieds nus, les cheveux attachés avec un bandana bleu comme si nous vivions dans une publicité de magazine des années 50. Si vous ne saviez pas ce qui s'était passé la nuit dernière, vous penseriez que c'était juste un autre dimanche matin tranquille. J'ai tiré une chaise lentement. Elle a raclé le carrelage et l'a fait sursauter. Juste une seconde. Bonjour, a-t-elle gazouillé, se retournant avec une spatule comme si elle avait répété la scène. Ai-je marmonné, attrapant la tasse que j'utilisais toujours. Elle avait déjà versé le café. 2 sucres, pas de crème, n'est-ce pas? Comme si rien n'avait changé. Elle a glissé l'assiette devant moi. Mange avant que ça ne refroidisse. J'ai pris ma fourchette et j'ai piqué dedans. Non pas parce que je n'avais pas faim, mais parce que je ne me fiais pas à son calme. La nuit dernière, elle pleurait dans ses mains. Ce matin, elle souriait comme si elle l'avait rêvé. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi avec sa propre assiette et a commencé à beurrer du pain grillé. Alors, dit-elle, en faisant traîner le mot, souriant trop largement. Nous devrions parler. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer, remuant lentement mon café, observant comment ses yeux tressaillaient quand je ne mordais pas à l'hameçon. Elle s'est raclé la gorge. Je pensais, peut-être qu'on pourrait juste mettre la nuit dernière sur le compte du stress. Je veux dire, nous avons tous les deux été sur les nerfs dernièrement. Le travail a été dingue pour moi, et tu as fait de longues heures aussi. Elle divaguait. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'aurais pas dû mentir à propos de la bague. C'était stupide. Elle a eu un petit rire. Honnêtement, je ne sais pas à quoi je pensais. Je suppose que je pensais que tu serais en colère que je l'enlève pour le cours de spinning, alors j'ai paniqué. Ses yeux se sont tournés vers ma poche. Elle ne l'a pas dit directement, mais c'était là, suspendu dans l'air. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Tu l'enlèves toujours pour le cours de spinning. Elle a cligné des yeux. Non, je veux dire, juste parfois, tu sais, mes doigts gonflent avec la chaleur. Ce n'est pas confortable, n'est-ce pas? J'ai siroté le café. Logique. Ce sourire crispé s'est un peu fissuré. Elle a posé délicatement son pain grillé. Daniel, puis-je la ravoir? Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à mâcher lentement. J'ai avalé. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette qu'elle avait pliée en triangle. Elle n'est pas à toi, Mélissa, ai-je dit doucement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Je pouvais le voir dans ses yeux, la panique poussant derrière la vitre de ce faux calme. Je sais, dit-elle doucement, tendant la main sur la table, effleurant mes doigts. Je sais que j'ai tout gâché, et je veux arranger les choses, mais je me sens nu sans elle. Ne pouvons-nous pas simplement tout recommencer? J'ai regardé sa main, ses doigts pâles, manucurés, tremblant légèrement. Je ne pense pas que cette bague signifie ce qu'elle signifiait avant, ai-je dit en retirant ma main. Et toi? Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Le sourire avait disparu maintenant. Elle s'est penchée en arrière lentement, enroulant ses bras autour d'elle comme si la température de la pièce avait chuté de 10 degrés. J'essaie, Daniel, a-t-elle murmuré. J'essaie de nous empêcher de nous effondrer. J'ai hoché la tête une fois, lentement. En prétendant que rien ne s'est passé. Non, dit-elle rapidement, en se souvenant de tout le reste. Tout le bien. Ça doit compter pour quelque chose. Je l'ai regardé longuement. Alors sois honnête maintenant, à propos de tout. Elle a hésité, et cette hésitation en disait plus que n'importe quel déni. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'évier et j'ai versé le reste du café dans le siphon. Mélissa n'a pas bougé. Elle est restée assise là, les mains jointes, fixant l'espace vide en face d'elle comme si elle essayait de rembobiner les 30 dernières secondes. Laisse la vaisselle, ai-je dit. Je m'en occuperai. Elle n'a pas discuté. Elle s'est juste levée lentement, hochant la tête comme une élève renvoyée de la classe. À mi-chemin du couloir, elle s'est retournée. Daniel. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Elle s'est mordu la lèvre. Est-ce que tu m'aimes encore? Cette question est restée suspendue là comme de la fumée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé,
longuement et silencieusement. Et puis je me suis détourné. Elle a quitté la cuisine sans un autre mot. Derrière moi, l'œuf dans mon assiette est devenu froid. Mais ce n'était pas ça qui me retournait l'estomac. C'était la performance. La façon dont elle a essayé d'agir comme si elle pouvait encore contrôler la scène. Comme si la nuit dernière était un faux pli qu'elle pouvait repasser. Mais j'en avais trop vu. Et j'écoutais maintenant, je regardais, j'attendais. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores comme si rien n'avait changé. J'étais à l'évier, en train de rincer ma tasse quand Mélissa est entrée sur la pointe des pieds comme une enfant testant la profondeur de l'eau. Elle était silencieuse, prudente, les cheveux brossés, un pull doux et trop grand. Pas de maquillage aujourd'hui, vulnérable à dessein. J'ai fait des muffins, dit-elle doucement. Aux myrtilles. J'ai hoché la tête une fois. Merci. Elle m'a observé un peu trop longtemps pendant que je sirotais mon café, puis a pris une lente inspiration, s'est assise à la table et a commencé à parler de rien. Comment se présente le travail cette semaine? Normal? Toujours ce projet d'expansion à Hillsborough? Des banalités, inoffensives, sûres. Elle continuait à les tisser, légère et patiente. Ce n'est que lorsqu'elle a ri doucement, comme si nous étions juste deux personnes profitant d'une matinée, que j'ai réalisé qu'elle attendait. J'ai sorti la bague de ma poche sans un mot et je l'ai posée entre nous. Elle l'a fixée comme si elle n'était pas sûre de devoir la toucher. Puis, lentement, elle l'a prise et l'a remise à son doigt. Elle a glissé facilement. Trop facilement. Son souffle s'est coupé. Merci. Je l'ai juste regardé. Ne me fais pas regretter ça. Je ne le ferai pas, a-t-elle murmuré. Pendant les heures qui ont suivi, nous avons bougé comme des acteurs réapprenant une scène. Pliant le linge, chargeant le lave-vaisselle, évitant les mines. C'était plus facile que ce à quoi je m'attendais. Peut-être parce que je voulais que ce le soit. Vers 3 heures, je me suis retrouvé à nettoyer le tiroir près du placard du hall. Celui où le courrier s'entassait et où les piles allaient mourir. J'ai trié des reçus, de vieilles cartes d'anniversaire, des cordons de chargeur pour des appareils que nous ne possédions plus. Puis je les ai trouvés. 2 billets d'avion impeccables à peine cachés sous une enveloppe matelassée. Je me suis figé. Aller simple, de Richmond à San Diego. Passager 1, Mélissa Grave. Passager 2, Nathan Grave. Date, dans 2 semaines. Je suis resté là, les papiers dans mes mains alors que le temps s'étirait finement autour de moi. Grave. Nathan Grave. Je ne connaissais pas le nom, mais la correspondance du nom de famille, ça ne ressemblait pas à une coïncidence. Pas quand elle m'avait dit la semaine dernière qu'elle était probablement trop débordée pour voyager cette année. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Ma vision s'est rétrécie comme si le monde avait basculé. Je me suis assis lourdement sur le banc de l'entrée, le billet tremblant toujours dans ma main. Mes doigts sont devenus froids et j'ai réalisé que la bague était toujours à sa main comme si elle y appartenait. Fausse paix. Ce n'était pas un pont vers la guérison. C'était du camouflage. Elle couvrait des traces que je n'avais même pas commencé à chercher. Et je venais de lui rendre la bague comme si tout allait bien. Mais maintenant je savais que nous n'en étions nulle part proches. Cette nuit-là, après que Mélissa soit allée se coucher tôt, prétextant un mal de tête, j'ai attendu d'entendre la porte de la salle de bain se fermer et le robinet couler pendant un moment. Puis je suis sorti par la porte de derrière avec un dossier sous le bras et les billets pliés en 2 dans la poche de ma veste. L'air de la nuit était frais. Encore une de ces soirées de banlieue tranquille où le seul son est le bourdonnement de l'arroseur de quelqu'un à 2 maisons de là et l'aboiement occasionnel du chien d'un voisin. Je me tenais près du grill, le fixant comme s'il pouvait m'offrir des conseils. Le couvercle a grincé quand je l'ai ouvert. À l'intérieur du dossier, il y avait quelques autres choses. Des reçus que j'avais trouvés avec seulement son nom dessus. Des frais de spa, des factures de restaurants de ville que je n'avais jamais entendues. Elle disait toujours que ses séminaires de travail étaient ennuyeux et consistaient principalement en déjeuner-boîte. Mais apparemment, Nathan aimait les huîtres et le pinot noir. J'ai pris une longue inspiration puis j'ai sorti les billets. Ils semblaient plus lourds qu'ils n'auraient dû. D'abord l'un, puis l'autre. Je les ai tenus au-dessus du grill ouvert, laissant le métal attraper le froid de mes doigts. Et puis j'ai craqué l'allumette. La première flamme a attrapé le coin.
Le papier s'est enroulé, la ligne noire rampant comme de la pourriture. Je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste nourri la flamme avec le deuxième billet. Et puis les reçus. Un par un, mes mains stables tout le temps. Je les ai regardés se transformer en cendres. Pas de vent, pas de drame, juste de la fumée s'enroulant dans l'air de la nuit, propre et silencieuse. Quand le dernier morceau a disparu, j'ai fermé le couvercle du grill et je me suis assis sur la vieille chaise près de la clôture. Le coussin avait encore une légère odeur de moisissure que je devais nettoyer depuis des mois. C'est drôle comme on peut ignorer ce qui pourrit juste sous nos yeux jusqu'à ce que ça compte. Mes doigts sentaient la fumée et la vieille encre. Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose de nouveau. Pas de la rage, pas de la tristesse, quelque chose de plus calme, de plus étrange, le contrôle. Pour la première fois depuis des mois, peut-être plus longtemps, j'avais le dessus. Je savais quelque chose que Mélissa ignorait. J'avais des preuves. Pas seulement le genre que l'on peut agiter au visage de quelqu'un, mais le genre qui s'installe dans vos os. Le genre qui change la température d'une pièce sans que personne d'autre ne s'en aperçoive. Elle faisait toujours semblant, souriait toujours, flottait toujours dans notre maison comme si elle ne l'avait pas brisée. Et moi, je n'ai pas dit un mot, je ne l'ai pas réveillée, je ne lui ai pas jeté les papiers au visage ni exigé de nom ou supplié des explications. J'ai juste brûlé les preuves parce que je n'avais pas besoin de me battre avec elle pour gagner. Laissez-la penser qu'elle était toujours en contrôle. Laissez-la penser que la bague à son doigt signifiait que le mensonge avait été avalé tout cru. Parce que la vérité, elle brûlait toujours derrière mes yeux. Et je n'avais pas encore fini. Je suis resté dehors jusqu'à ce que la dernière trace de fumée s'estompe. La seule lumière venait de la petite lampe à détecteur de mouvement au coin du garage. Quand je me suis finalement levé, je me sentais plus léger, comme si quelque chose en moi s'était déverrouillé. Ce n'était peut-être pas une conclusion, mais c'était un changement. Et dans ce jardin tranquille avec des cendres refroidissant dans le noir, je savais que Mélissa avait des secrets. Mais maintenant, moi aussi. Le bruit des tiroirs qui claquent m'a réveillé en sursaut. Il était encore tôt, à peine 7 heures, mais Mélissa arpentait déjà le salon comme une femme possédée. Je suis resté silencieux en haut des escaliers, observant à travers les lattes de la rampe. Elle me tournait le dos alors qu'elle s'accroupissait près de la table de l'entrée, arrachant des enveloppes, des reçus, des clés, jetant tout en un tas désordonné sur le tapis. Elle bougeait avec cette énergie frénétique de quelqu'un qui essaie de remonter le temps. Je suis descendu lentement, m'assurant que mes pas étaient délibérés, calmes, mesurés. Elle ne m'a remarqué que lorsque j'étais à mi-chemin de la cuisine. Daniel, a-t-elle appelé, la voix aiguë et haletante. Je me suis retourné en bâillant, me grattant la tête comme si je venais de me réveiller pour un mardi normal. Tu es debout de bonne heure. Ses yeux se sont tournés vers moi, grands et vitreux. As-tu déplacé quelque chose du tiroir du couloir? Il y avait des papiers importants dedans. Je me suis appuyé contre le comptoir, attrapant la cafetière. Lesquels? Elle a hésité. Juste des trucs de voyage. Ce n'est pas grave. C'est juste que j'avais besoin de quelque chose dedans. J'ai pris une longue gorgée, laissant la vapeur s'élever entre nous. J'aurais juré avoir nettoyé ce tiroir hier soir. Son visage s'est crispé. Nettoyé. Ouais, ai-je dit nonchalamment. C'était un désordre. De vieux reçus, des coupons périmés, des bouts de papier de 2 Noëls passés. Des déchets inutiles. Sa mâchoire s'est serrée. J'avais des choses dedans dont j'avais besoin. Ça n'avait pas l'air important. Elle a fait un lent pas en avant. Que as-tu jeté exactement? J'ai croisé son regard, le maintenant fixe. Je ne l'ai pas jeté, ai-je dit sèchement. Je l'ai brûlé. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai hoché la tête une fois. J'ai tout mis dans le grill, j'ai pensé que ce serait mieux que de remplir la poubelle. Je me suis débarrassé d'un tas de camelotes. Il y eut un long silence. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Tu l'as brûlé, a-t-elle répété, la voix fluette. Oui. J'ai pris une autre gorgée de café, en me tournant légèrement. À moins qu'il y ait quelque chose que tu voulais garder. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a secoué la tête brusquement comme si elle remettait ses pensées en ordre. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle lâché, de nettoyer un tiroir dans ma propre maison.
de fouiller dans mes affaires. Oh, ai-je dit doucement. Alors, maintenant on garde des choses. Ça a fait mouche. Elle a cligné des yeux 2 fois et quelque chose s'est fissuré derrière son expression. Le masque a glissé un peu. Elle est passée devant moi en trombe, son épaule frôlant la mienne. Je n'ai pas bougé, j'ai juste continué à siroter mon café, laissant ses pas résonner dans le couloir. J'ai entendu plus de fouilles, elle s'acharnait maintenant sur le bureau, des tiroirs à papier s'ouvrant et se fermant, des chaises traînant. Elle est revenue 10 minutes plus tard, les cheveux en désordre, la respiration rapide. C'était des billets, dit-elle. Voyage d'affaires le mois prochain. Tu m'as coûté quelque chose d'important. J'ai haussé un sourcil. Important comme Nathan grave. La pièce est devenue silencieuse. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait le nier, inventer une histoire, mais le regard que je lui ai lancé a aplati la tentative avant même qu'elle ne prenne forme. J'ai posé ma tasse sur le comptoir, doucement et calmement. Voilà le truc, Mélissa. Si je fouillais dans tes affaires, j'en trouverais probablement plus, mais je ne le ferai pas. Elle a croisé les bras, mais son visage était pâle. Parce que tu t'en fiches. Non, ai-je dit, parce que j'en ai déjà assez vu. Sa bouche tremblait. Je ne te trompe pas. Alors tu aurais dû dire ça hier. J'ai attendu. Elle n'a pas parlé. N'a même pas essayé. Nous nous tenions là dans la cuisine, à quelques centimètres l'un de l'autre et à des kilomètres de distance. Finalement, elle a tourné les talons et a attrapé son manteau sur le porte-manteau. La porte a claqué derrière elle comme une ponctuation. Et c'est ainsi que la guerre froide a commencé. Pas de cris, pas de supplications, juste un silence qui s'est répandu dans la maison comme du brouillard. Elle n'est pas revenue pendant des heures. Quand elle l'a fait, nous n'avons pas parlé. Nous nous croisions dans le couloir comme des étrangers attendant des trains différents. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas essayé de recoller les morceaux. J'ai juste laissé les choses exactement là où elle les avait laissées tomber. 3 jours ont passé. Pas une porte claquée, pas une seule voix élevée. Juste le goutte à goutte silencieux du détachement. Lent, régulier et absolu. Nous vivions toujours sous le même toit. Mais notre maison était devenue autre chose, une salle d'attente avec des murs. 2 personnes arpentant des couloirs séparés, ne partageant que le son des pas et le tintement occasionnel des couverts. Je mangeais seul à la table de la cuisine. Elle prenait ses repas à l'étage maintenant, toujours tard, toujours silencieusement. Parfois, je l'entendais faire les 100 pas dans la chambre en passant pour faire la lessive. D'autres fois, elle restait juste à l'entrée du salon, faisant semblant de chercher une émission à regarder. Mais nous savions tous les deux qu'elle ne restait pas. Elle ne le pouvait pas, parce que je ne lui demandais pas. Je n'étais pas froid, juste fini. Même l'air entre nous semblait différent. Lourd comme l'humidité avant un orage qui n'est jamais venu. Plus de conversations. Plus de faux semblants. Au travail, j'ai commencé à déjeuner dans ma voiture. Une petite habitude au début, juste pour prendre l'air, mais finalement c'est devenu mon sanctuaire. L'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, des documents étalés sur le siège passager. J'ai commencé à rédiger le dossier de divorce en ligne juridique claire. J'ai eu de l'aide, un avocat nommé Warren Grave, un vieil ami de mon père, direct, calme, sans drame. Il a posé les bonnes questions, a fait des suggestions claires et n'a pas bronché quand je lui ai dit que je ne voulais pas me battre. « Tu es sûr de ne pas vouloir pousser plus fort ?» a-t-il demandé au téléphone un après-midi. « Non, ai-je dit, je veux juste en sortir proprement. » Warren a expiré. « D'accord, je vais préparer la première ébauche. » De retour à la maison, Mélissa a remarqué que quelque chose avait changé. Elle ne savait juste pas encore quoi. Je la surprenais parfois à me regarder, les yeux jetant un coup d'œil par-dessus la rampe, m'étudiant comme une énigme qu'elle ne pouvait pas résoudre. Une fois, elle est entrée dans la cuisine pendant que je triais le courrier et a dit « Tu veux parler ?» Je n'ai même pas levé les yeux. Pas particulièrement. Elle est restée là une seconde de plus, puis est partie sans un autre mot. La tension n'était plus colérique. Elle était résignée, comme si nous attendions tous les deux que quelqu'un le dise à voix haute. Mais je n'allais pas lui donner ça. Elle avait fait ses choix. Maintenant, je faisais les miens. La nuit, je dormais sur le bord éloigné du lit. Elle n'essayait pas de combler le fossé.
Un matin, j'ai vu sa valise de retour dans le couloir, pas faite, pas ouverte, juste posée là comme si elle menaçait un déménagement qu'elle n'avait pas le courage de faire. Je l'ai laissée intacte. Pas de note, pas d'ultimatum. Laissons-la se débattre avec ça. Je ne poursuivais plus rien. L'amour qui était parti. Mais le silence était à moi maintenant. L'endroit n'avait pas changé. Même planchers usés. Même jukebox rouillé qui ne jouait que 3 chansons fonctionnelles. Même la barmaid, Colline, versait toujours les verres comme si elle connaissait chaque regret assis derrière chaque tabouret. J'ai repéré Travis à notre table habituelle au fond, sa veste déjà drapée sur la chaise, une main tenant une bière, l'autre parcourant le menu du bar comme s'il changeait un jour. Dan l'homme, a-t-il souri en me voyant entrer. Toujours aussi ponctuel. Allez, assieds-toi. J'ai pris la première tournée. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui et j'ai hoché la tête en guise de remerciement. Travis avait l'air pareil. Plus vieux, bien sûr, mais toujours bâti comme s'il jouait en ligue interuniversitaire le week-end. Cette même aisance qui nous mettait tous les deux dans le pétrin à l'université. Alors, il a dit après notre premier tintement de verre, tu as l'air d'un homme debout sur un navire qui coule et qui ne prend même pas la peine de bouger. J'ai souri. C'est si évident? Il a haussé les épaules. Tu m'envoies un texto après 8 mois de silence radio. Tu dis que tu as le temps pour une bière? Que tu aurais besoin de repartir à zéro. Et tu penses que je ne vais pas lire entre les lignes? Je me suis penché en arrière et j'ai pris une longue gorgée. C'est Mélissa. Il a haussé un sourcil. Eh bien, sans blague. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé la condensation glisser sur mon verre. Puis je lui ai raconté, pas la version légale, pas celle polie que j'avais donnée à Warren. Je lui ai parlé de la bague dans son sac de sport, des billets, des mensonges qu'elle racontait si facilement qu'on aurait dit qu'elle y croyait. Je lui ai dit comment j'avais brûlé les preuves, comment je n'avais pas crié, pas piqué de crise, juste regardé tout s'effondrer en silence. Quand j'ai eu fini, Travis s'était penché en avant, les bras croisés, le visage sérieux. Elle ne sait pas, tu sais, a-t-il demandé. Pas entièrement, ai-je dit. Elle se doute, mais elle ne peut pas être sûre. Je ne lui ai jamais donné cette satisfaction. Il a laissé échapper un sifflement bas. Bon sang, tu as toujours vu à long terme. Elle pensait que je m'effondrerais, ai-je ajouté, que je crierais, supplierais, essaierais d'arranger les choses. Mais tu ne l'as pas fait, parce que ça ne valait pas la peine d'être arrangé, a dit Travis simplement. J'ai hoché la tête. Il a pris une gorgée, puis a ajouté avec un sourire ironique. Tu te souviens de la première année, quand tu as découvert que ta première petite amie couchait avec son partenaire de labo? J'ai grimacé. Je me souviens. Tu n'as pas pleuré. Tu ne l'as pas ignoré. Tu lui as envoyé une douzaine d'œufs avec un mot qui disait « brouille ça à la place point ». J'ai ri. J'ai vraiment ri. Mon Dieu, j'avais oublié ça. Ce gars-là, a dit Travis en me pointant du doigt. Il était vif. Il avait du cran. Savait quand quelqu'un lui faisait perdre son temps. Je pensais avoir perdu ce gars-là, ai-je admis. Eh bien, devine quoi, a dit Travis, en trinquant son verre contre le mien. Il est toujours là. Il avait juste besoin de se dégourdir les jambes. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. Le bar bourdonnait autour de nous. Des rires bas, le claquement des boules de billard. Colline criant à quelqu'un de payer son ardoise. Tu déposes bientôt la demande, a-t-il demandé. Déjà commencé, ai-je répondu. Il a hoché lentement la tête. Fier de toi, mec. Je sais que ce genre de choses n'est jamais facile, surtout quand on vit dans la même maison. C'est comme dormir à côté d'un feu en espérant ne pas se brûler. J'ai fixé mon verre. C'est bizarre. Le silence devrait être froid, mais ce n'est pas le cas. Il est propre, comme si le bruit avait disparu. C'est la paix, a dit Travis. On ne réalise pas à quel point le dysfonctionnement est bruyant jusqu'à ce qu'on en sorte. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose de solide sous moi, comme si je ne flottais plus. As-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si je ne l'avais pas épousée, ai-je demandé. Tout le temps, a-t-il répondu sans hésiter.
Je serais probablement encore en train de squatter ton canapé, de profiter de ton câble. J'ai souri. Il a levé son verre à la redécouverte du gars sous le désordre. J'ai levé le mien aussi, au nouveau départ. Et pour la première fois depuis des mois, la bière n'avait pas un goût amer. Elle avait le goût d'un commencement. Je suis rentré plus tard que d'habitude ce jour-là. Warren m'avait retenu plus longtemps au bureau, passant en revue quelques derniers ajustements au dossier avant de l'envoyer. J'ai tout signé sans une seconde d'hésitation. Signature stable, mains immobiles. Dehors, le vent s'était levé. Les feuilles tourbillonnaient sur la pelouse avant comme si elles essayaient de faire une déclaration. Mais la maison avait l'air exactement comme d'habitude. Toujours normal. J'ai poussé la porte et suis entré, posant mes clés au même endroit que d'habitude. La lumière de la cuisine était éteinte. Pas d'odeur de dîner. Pas de faible bruit de ses pas à l'étage. Bizarre, mais pas alarmant. Je me suis dirigé vers les escaliers, j'ai desserré ma cravate. Mes pieds atterrissaient lourdement sur chaque marche comme s'ils me préparaient à quelque chose que je ne savais pas qui m'attendait. En haut du palier, j'ai fait une pause. La porte de la chambre était ouverte, grande ouverte. La lumière se déversait dans le couloir, chaude et douce, comme si de rien n'était. Mais quelque chose n'allait pas. Je le savais avant d'entrer. La porte du placard était ouverte, vide. Pas de cintre. Pas de talons alignés sur l'étagère inférieure. Pas de cardigans affalés sur le dos de la porte. Juste de l'air. Les tiroirs aussi, tirés, vidés, laissés comme des bouches béantes essayant d'expliquer. J'ai marché lentement vers la commode, m'attendant à moitié à ce que ce soit une erreur. Peut-être qu'elle réorganisait. Peut-être. Non. J'ai ouvert le tiroir du bas. Parti. Tout, jusqu'à la dernière chose. La valise qui était dans le couloir depuis des semaines avait également disparu. Je suis resté là un long moment, les mains le long du corps, fixant le désastre silencieux qu'elle avait laissé derrière elle. Pas de mots, pas de texto, pas d'au revoir, juste un vide de présence. Son absence était en quelque sorte plus forte que n'importe quel cri qu'elle aurait pu me lancer. Et le plus étrange, je n'ai pas paniqué, pas comme je pensais que je le ferais. Il y a eu une lueur de quelque chose, comme quand une allumette s'éteint trop vite. Une secousse d'émotion qui n'a atterri nulle part. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant le mur. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas demandé. Si elle essayait de me laisser deviner, d'essayer de faire en sorte que cela ressemble à une victoire. Je n'allais pas nourrir ce feu. Elle n'a pas tout pris. Son miroir de coiffeuse était toujours là, à moitié maculé, avec une brosse à cheveux laissée derrière. Un de ses livres, quelque chose qu'elle n'a jamais fini, gisait face contre terre sur la table de chevet. Moitié de chapitre, moitié de promesses. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti le besoin de les poursuivre. Ça ne ressemblait pas à la liberté. Pas tout à fait. Plutôt au moment après la chute, quand on réalise que le pire est déjà arrivé et qu'on respire encore. Cette nuit-là, je me suis fait un sandwich, j'ai versé un verre d'eau et je me suis assis sur le canapé dans un silence complet. Pas de télé, pas de téléphone, pas de distraction, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit du vent frappant les fenêtres. J'ai regardé le couloir vide où elle avait l'habitude de marcher pieds nus chaque matin et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas pris sa robe de mariée. Elle était toujours suspendue au fond du placard de la chambre d'amis, zippée dans sa housse en plastique comme une pièce de musée. J'aurais pu prendre ça comme un signe, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fini mon sandwich, j'ai bu une longue gorgée et je me suis assis, laissant le calme m'envelopper comme quelque chose de mérité. Mélissa était partie, et étrangement, elle ne me manquait pas. Ni sa voix, ni son parfum, ni son silence. Elle ne m'a pas donné de conclusion, mais elle m'a donné de l'espace, et c'était quelque chose avec quoi je pouvais vivre. Il était un peu plus de 9 heures quand on a frappé. Pas le genre qui exige l'attention, juste un rythme doux et patient, comme si la personne derrière la porte n'était pas pressée. Ni incertaine non plus, juste en attente. J'ai posé le verre d'eau que je sirotais et j'ai traversé le salon. À travers la vitre dépolie, j'ai vu une silhouette familière. Grande, posture aisée, quelque chose de rentré sous un bras. J'ai ouvert la porte.
Clara se tenait là dans un pull gris et un jean, une bouteille de vin dans une main et un sourire en coin sur le visage. « J'espère que ce n'est pas bizarre, dit-elle. Mais je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu de compagnie. » Clara, la meilleure amie de Melissa depuis l'université. Celle qui apportait toujours une deuxième tarte à Thanksgiving et n'arrivait jamais les mains vides. Nous n'étions pas proches, exactement, mais je l'avais toujours aimée. Elle avait une façon aimable de briser la gêne sans l'aggraver. J'ai cligné des yeux. Melissa ne. Elle ne m'a pas envoyé, dit rapidement Clara. Je ne lui ai pas parlé depuis quelques jours. C'est juste que. Elle a baissé les yeux, serrant un peu plus fort le vin. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un qui n'essaie pas de te réparer. Je me suis écarté sans réfléchir. Entre. Elle a souri et est passée devant moi. L'odeur de son parfum contrastait doucement avec les semaines d'air froid et de silence dans lesquelles cette maison avait été imprégnée. Dans la cuisine, j'ai cherché des verres pendant qu'elle s'appuyait contre le comptoir comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Cabernet, d'accord, a-t-elle demandé. Tout ce qui n'est pas du café noir ou de l'eau est bien. Elle a gloussé et m'a tendu un verre. À la survie de l'épave, dit-elle. J'ai levé le mien aux visiteurs spontanés qui apportent du bon vin. Nous avons trinqué. Les premières gorgées se sont passées en silence. Puis elle s'est promenée dans le salon et s'est assise sur le canapé comme si elle y appartenait. J'ai suivi, ne sachant pas ce que c'était, mais ne résistant pas non plus. Pendant un moment, nous avons parlé de tout sauf de Melissa. Clara m'a parlé d'un gars avec qui elle est sortie l'été dernier qui collectionnait des épées et pleurait pendant les publicités automobiles. Je lui ai parlé de Travis et du bar qui avait encore un jukebox tenu avec du ruban adhésif. Elle a tellement ri à un moment donné qu'elle a failli renverser son vin. Mon Dieu, j'avais oublié à quel point tu es drôle, dit-elle. J'ai haussé un sourcil. Drôle? Tu as toujours été le silencieux, dit-elle. Je pensais que Melissa te rendait petit, mais maintenant je me demande si tu n'attendais pas juste que quelqu'un te laisse l'étirer. Les mots m'ont frappé dans un endroit étrange. Pas douloureux, juste honnête. Je n'ai pas répondu, j'ai juste rempli son verre et changé de sujet, mais la chaleur entre nous n'a jamais disparu. La pièce, autrefois froide et immobile, semblait différente maintenant, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre et laissé l'air circuler à nouveau. Elle a regardé la maison et a dit, c'est bizarre de voir cet endroit sans elle. Mais pas dans le mauvais sens. En fait, on se sent plus léger. J'ai hoché lentement la tête. Ça a été calme. Bon calme ou mauvais calme? J'y ai réfléchi. Les deux, ai-je dit. Mais ce soir, pas si mal. Nous sommes restés assis dans la douce lueur de la lampe, à parler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. Elle s'est levée en s'étirant, et je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Avant de sortir, elle m'a regardé. Je ne suis pas là pour semer la zizanie, Daniel. Je me suis juste dit que tu méritais une soirée qui ne se termine pas en silence. Tu avais raison, ai-je dit. Elle a souri. Eh bien, je n'arrive pas avec du vin pour n'importe qui. Alors que je la regardais descendre les marches du perron et disparaître dans la nuit fraîche, quelque chose en moi a changé. Quelque chose de petit mais de réel. Ce n'était pas romantique. Pas encore, mais c'était vivant. Et pour la première fois depuis longtemps, cette maison l'était aussi. Clara avait l'habitude de fredonner en cuisinant. Rien d'extraordinaire, juste de petites mélodies fausses qui flottaient dans la maison comme quelque chose de familier qu'on ne pouvait pas nommer. Je me tenais de l'autre côté de l'îlot de cuisine, la regardant faire sauter de l'ail et jeter une pincée de romarin dans la poêle comme si elle avait vécu ici pendant des années. « Tu n'utilises vraiment pas de tasse à mesurer, hein ?» ai-je demandé en sirotant mon vin. « Où est le plaisir là-dedans ?» a-t-elle souri. La cuisine devrait être comme du jazz, de l'improvisation avec juste assez de chaos pour la rendre mémorable. La maison semblait plus chaude avec elle. Et pas seulement la chaleur littérale de la cuisinière. C'était dans la façon dont elle remplissait la pièce. Confiante, gentille, présente. Nous n'avions rien étiqueté, n'avions franchi aucune ligne tacite au-delà du partage de dîner, de longues conversations et du genre de rire qui ressemblait à une nouvelle respiration. Et ce soir-là, nous avions atteint ce rythme tranquille et confortable où le silence n'était plus gênant. Puis mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Melissa.
Je n'ai pas répondu tout de suite. Clara a remarqué le changement dans mon expression. Elle n'a jamais appelé avant, ai-je marmonné, tenant le téléphone comme s'il pouvait mordre. Pas depuis qu'elle est partie. Clara a reculé, s'essuyant les mains sur un torchon. Eh bien, c'est à toi de décider. J'ai hoché la tête une fois et j'ai décroché. Allô? Eh bien, regarde qui répond enfin. La voix de Mélissa a glissé à travers la ligne comme un couteau enveloppé de soie. Tu dois être occupé à jouer à la maison. J'espère qu'elle sait que tu dors toujours du côté droit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé continuer. Je pensais que tu devrais l'apprendre de moi, a-t-elle poursuivi. Nathan et moi sommes dans un complexe hôtelier à Key West. On s'est dit qu'on allait célébrer notre nouveau départ avant que le divorce ne soit officiel. N'est-ce pas drôle comme les choses s'arrangent? Elle a ri. Un son cassant et aigu qui n'a pas eu l'effet qu'elle voulait. Je suis heureux pour toi, ai-je dit, d'une voix égale. Elle a ricané. Bien sûr. Tu n'en as pas l'air. J'ai tourné le téléphone. Clara était appuyée contre le comptoir, me regardant. Elle a haussé un sourcil et j'ai fait le plus petit des hochements de tête. Elle s'est avancée, lente et délibérée, et a déposé un doux baiser sur ma joue. Puis, sans hésiter, elle a incliné la tête et m'a embrassé pleinement. Sans hésitation. J'ai entendu Mélissa halter à travers le haut-parleur. Le silence à son bout du fil était assourdissant. Puis explosif. Tu te moques de moi? Clara? Tu es avec Clara? Espèce de suffisant. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri faiblement et j'ai mis fin à l'appel d'un simple tapotement. Clara a haussé les sourcils. Trop? J'ai secoué la tête, les lèvres frémissantes. Parfait. 3 jours plus tard, nous étions au tribunal. Mélissa est arrivée dans une robe noire moulante, maquillée comme si elle auditionnait pour la sympathie. Nathan n'était pas avec elle. Aucun signe du charmant partenaire de vacances. Juste elle et un avocat à l'air fatigué qui n'arrêtait pas de regarder sa montre. Elle a essayé de me parler avant l'audience, mais je n'ai pas mordu. Le moment venu, j'ai tout remis. Journaux de bord, divergences financières, impression de texto, une lettre d'une collègue qu'il avait vue avec Nathan à une conférence. Bras dessus, bras dessous, les lèvres plus proches que n'importe quel collègue n'oserait. Elle s'est effondrée par degrés. D'abord, raide et suffisante, puis impatiente, puis en colère, et finalement, à la fin de la procédure, elle s'est affalée sur sa chaise comme si on lui avait vidé l'air. Le juge a statué en ma faveur. Propriété conservée. Divorce finalisé. Pas de contestation, pas de drame, juste terminé. Après, Mélissa ne m'a pas parlé. N'a pas regardé Clara non plus, bien que je puisse sentir son regard brûlant de l'autre côté du couloir. Clara a glissé sa main dans la mienne alors que nous sortions dans l'air de novembre. « Ça va » a-t-elle demandé doucement. J'ai levé les yeux vers le ciel, gris et large. « Ouais » ai-je dit. Pour la première fois, je crois que oui. Le bar était plus calme cette fois. Pas de jukebox bruyant, pas de jeunes universitaires criant au billard, juste du rock doux en arrière-plan et le tintement des verres. Travis s'est penché en arrière dans la banquette, souriant comme s'il attendait depuis des mois de le dire. Tu sais, à l'université, il y avait une rumeur selon laquelle tu avais un faible pour Clara. J'ai haussé un sourcil. Une rumeur? Il a ri. Allez, mec. Tu t'illuminais toujours autour d'elle. Même Mélissa l'avait remarqué. J'ai secoué la tête en riant. Eh bien, tu as bien gardé ça pour toi. Il a pris une gorgée. En fait, non. C'est moi qui ai dit à Clara de prendre de tes nouvelles après le départ de Mélissa. Je l'ai dévisagé. Tu as organisé ça. Disons simplement que j'ai donné un coup de pouce au destin. J'ai levé mon verre. Alors je te dois un verre. Il a trinqué avec le mien. Aux secondes chances. Au karma, ai-je dit, et à Mélissa pour s'être écartée du chemin. Nous avons bu, en souriant. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne me faisait pas peur. Il semblait grand ouvert. Et c'était la fin de mon histoire. Mais il y a quelque chose que je ne cesse de retourner dans ma tête.
Clara est arrivée ce soir-là sans appeler, sans demander, tenant juste une bouteille de vin et entrant dans les ruines du mariage de quelqu'un d'autre. Je ne lui ai pas demandé, et elle ne me devait rien. Alors maintenant je vous le demande, Clara a-t-elle fait ce qu'il fallait, ou seriez-vous parti? Faites-le moi savoir dans les commentaires.